En vrai, ce que les pros redoutent parfois plus que le dépassement de terme, qui était un des épisodes que je vous ai proposé il y a quelques semaines, c'est les gros bébés. Même à 38 semaines, même si tout va bien, on pense qu'il est trop gros. Et c'est là que la cascade commence. En fait, bien avant la cascade d'intervention, au moment pile de la naissance, c'est cette peur qu'on instille, ces échos, les estimations, potentiel d'un déclenchement, le stress, le doute. Mais en fait, parfois les bébés sont juste comme ils sont. Là, on a eu un beau bébé qui est né il y a quelques semaines. Et évidemment, c'était un bon poids, c'était une induction, ça a fini en césarienne. Et l'explication de la gynéco, c'était, bah évidemment, en fait, il serait jamais passé. Sauf que cette femme a dit, mais en fait, il est juste comme moi. Moi, quand je suis née, je faisais ce poids-là. Oui, mais non, madame, c'est pas possible. Vous avez fait un diabète gestationnel et on est passé à côté. Eh bien, dans la surveillance de ce bébé en postpartum, il n'a jamais eu aucune hypoglycémie. Il n'avait pas une maman qui faisait un diabète gestationnel. C'était juste sa norme. Et peut-être que si au lieu d'être vus comme des bombes à retardement, on se rendait juste compte que ces petits bébés, ces gros bébés, comme souvent on les appelle, en fait, c'est juste des bébés qui sont en bonne santé et qui sont liés à la norme de ce bébé-là et de cette femme-là, en dehors de toute pathologie, évidemment. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors évidemment, j'ai envie encore de déconstruire les peurs médicales, les peurs du gros bébé, parce qu'on parle souvent de macrosomie. Mais alors on déclenche pour des macrosomes aussi rapidement que Lucky Luke tire plus vite que son ombre. En fait, je pense qu'on a tellement peur, notamment de la dystocie des épaules, qu'on oublie aussi que l'échographie, c'est une estimation, ça peut se tromper beaucoup. Les projets de naissance sont trop vite sabotés sous peur d'une complication potentielle. Alors, j'ai envie de remettre évidemment de la confiance dans ce processus. J'ai envie que les gens se rendent compte en fait qu'un bon bébé, un gros bébé, ok, mais un bon bébé, en fait, un beau bébé, c'est pas que de la pathologie en fait. Ça existe et c'est pas un problème en soi. À nouveau, je le rappelle, en dehors de toute pathologie. La vraie question, c'est comment on met les bonnes conditions en place, en fait, pour accompagner leur naissance. Parce que je vous parlais de ma patiente qui a finalement eu une césarienne, mais la réalité, c'est que le corps médical a eu peur, non pas par rapport au poids du bébé. Là, bizarrement, en fait, l'estimation était bonne, mais parce qu'elle dépassait son terme, et à nouveau, peur de la mort fétale in utero, peur des complications, etc. Et comme on a médicalisé cette naissance, comme on a induit le travail, et ben voilà, la cascade d'intervention a été jusqu'à la césarienne. Mais on n'est pas dans les bonnes conditions pour accompagner cette naissance. Certainement que ce bébé serait né différemment si on avait pu être dans un travail physiologique, si ce bébé avait pu se mettre en route tout seul. Et imaginons qu'il y avait vraiment une disproportion. On avait encore le temps d'aller chercher la médecine et une potentielle césarienne si jamais c'était nécessaire. Mais j'aime bien quand même rappeler que c'est pas la première option. C'est comme pour le siège. On a une patiente là qui a un bébé qui est en siège. On lui parle de césarienne et je lui dis pourquoi est-ce qu'on t'empêche d'essayer en fait de mettre au monde ton bébé comme tu le souhaites? Pourquoi est-ce que la peur d'une potentielle complication nous invite à, au lieu de
laisser faire, laisser les gens pouvoir vivre pleinement leur expérience. Et oui, expliquer que potentiellement, il peut y avoir une césarienne. Et moi, j'aime rappeler que c'est dans toutes les naissances que potentiellement, on peut avoir besoin de la médecine et qu'il peut y avoir besoin d'une césarienne. Mais qu'en première intention, laissons faire les femmes et les bébés. Alors, je sais pas si toi, t'as vécu ça, hein. Madame, votre bébé est trop gros pour accoucher naturellement. On préfère déclencher par sécurité. Votre bassin est peut-être trop étroit, etc. Même ce principe de mesurer les bassins des femmes, de faire la radiopelvimétrie, on oublie qu'en fait, quand on fait ça, on le fait de manière statique. C'est parce qu'on a cette vision mécanique de la naissance. Cette vision aussi où la femme, finalement, elle est souvent allongée sur le dos, etc. Une femme qui bouge, qui peut se mettre dans les positions qu'elle veut, etc. Ça va être totalement différent. Et les mesures du coup de la radiopelvimétrie, elles sont fixes à un moment donné. C'est totalement différent du bassin qui sait se donner. On oublie l'histoire aussi de la relaxine dont je vous parle souvent, qui permet de gagner des millimètres par-ci, des millimètres par-là. Et ce bébé qui est aussi rempli de relaxine, qui va pouvoir aussi se donner, prendre des positions plus flexes en fait que d'habitude pour pouvoir se mettre au monde. Avec ces phrases de on préfère déclencher par sécurité, vous savez, c'est quand même un gros bébé. Le gros bébé, parfois on en parle tellement tôt, parfois pendant la deuxième échographie, on entend déjà ça. Alors que moi j'aime bien rappeler aussi qu'il y a certaines normes. Il y a des gens qui font des grands bébés, des gros bébés, il y en a qui font des petits bébés. Puis quand on regarde leur propre morphologie, en fait, dans les adultes, il y a des grands, des petits, des moyens, des gros. Et en fait, on oublie que cette diversité, elle existe aussi chez les bébés, in utero. La même chose. Les retards de croissance, où en fait, c'est juste une maman toute petite, qui est peut-être d'origine asiatique, etc. En fait, c'est juste normal, c'est dans sa norme à elle, il n'y a pas de retard de croissance. Voilà, en fait, que ce soit un gros bébé, un petit bébé, voilà. Fions-nous aussi à l'histoire de cette famille, de cette femme, de ce bébé, de ce papa, parce que en fait souvent il y a une histoire derrière. Puis quand on met des phrases comme ça qui sont instillées par la peur, c'est tout le projet de naissance parfois qui s'effondre, c'est beaucoup de questionnements. Les femmes elles se demandent qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que j'ai trop mangé, qu'est-ce que j'ai mal fait, alors qu'en réalité elles sont juste en train de fabriquer un bébé parfaitement adapté à leur situation, à leur bassin, à leur utérus. Nous, on a déjà eu des gros bébés qui sont nés tellement facilement. Puis on appelle ça gros bébé parce que c'est ce que la société dit. Moi, j'aime bien rappeler que ce sont des beaux bébés, des bons bébés peut-être. Mais en tout cas, c'est pas si hors de la norme que ça. On nous fait croire que ce qui est normal, c'est un bébé de 3 kilos, voire moins. Ça, pas de problème. Alors qu'un tout petit bébé, un bébé de moins de 3 kilos notamment, en fait, il a tellement d'espace qu'il peut faire n'importe quoi et se mettre dans n'importe quelle position. Et ça va peut-être jouer aussi là-dessus. Donc en fait, les bébés un peu plus lourds, la gravité joue dessus, et parfois le travail se passe très très vite, les bébés appuient bien sur le col et naissent très facilement. Et ça, on en a eu déjà un certain nombre à la maison de naissance, des bons bébés qui se débrouillent très très bien. Et sans histoire de diabète gestationnel, parce que oui, on détecte les diabètes gestationnels et si c'est nécessaire, on va médicaliser cette partie-là et à ce moment-là, la naissance n'aura pas lieu au sein de notre maison de naissance ou à domicile si par exemple la femme commence à avoir besoin d'insuline. Alors ce que dit la science, ce que dit le corps médical, il parle de macrosomie à partir de 4 kg et on parle de macrosomie sévère au-dessus de 4,5 kg. Ça, c'est quand même des gros mots qui font bien peur. Puis, comme je disais, ça dépend de la situation. Ça dépend, on a déjà eu des mamans très grandes qui forcément ont des bons bébés et qu'il n'y a rien de pathologique là-dedans. J'aime bien rappeler aussi que l'échographie, ça a une marge d'erreur quand même de 10%. Donc, en fin de grossesse, ça peut être 400, 500 grammes. Il faudrait qu'on soit à 5 kilos, mais ouais, en fin de grossesse, en fait, les estimations, elles sont pas très fiables. Et il y a vraiment la Cochrane qui avait fait une revue là-dessus, qui parlait justement de cette marge d'erreur. Je vous le mettrai en lien dans la description si vous voulez. Les estimations qui sont élevées, ça entraîne plus d'inductions. Et en fait, les inductions entraînent plus de césariennes, même finalement quand le poids réel du bébé est dans la norme. Donc évidemment, quand on a peur tout le long du travail, parce qu'on est persuadé que ce bébé est trop gros et qu'il ne passera pas dans le bassin de sa mère, eh bien, je vous parle souvent des hormones, mais l'adrénaline, l'hormone de la peur, si j'ai peur que ton bébé ne naisse pas parce que je suis persuadée que c'est un gros bébé et que j'ai pas confiance
en la capacité de ton corps, en la capacité de ton bébé de se mettre au monde, ben je vais instiller un climat qui va pas t'aider à être en travail serein. Et en plus de ça, je vais induire des choses avec des gestes pour soi-disant que ça aille mieux. Je pense notamment à cette poche des os qu'on rompt, aux positions qu'on impose, parce que moi j'ai déjà entendu des gynécos dire à mes patients qui se mettaient debout parce que ça les aidait à gérer les contractions et qu'elles avaient envie de pousser comme ça, leur dire ah non madame, mettez-vous sur le lit, sur le dos, parce que moi s'il faut intervenir, je ne sais pas quoi faire. Alors juste pour vous le dire, mais si jamais on a une dystocie avec une femme qui est debout, on a encore le temps de la faire changer de position, et en plus, le fait de lui faire changer de position va peut-être régler ce problème de dystocie. Mais clairement, la dystocie, ça reste un événement rare. On dit entre 0,2 et 2% d'accouchement, c'est pas toujours lié au poids du bébé. Non, en réalité, ce qui se passe, c'est que la position allongée, le fait de tirer sur la tête des bébés, en fait, on nous apprend à faire des manœuvres pour mettre au monde les bébés sortent leur tête, et puis on fait la restitution, on abaisse pour faire passer les épaules, l'épaule du dessus, l'épaule supérieure, et puis on va relever pour l'épaule postérieure. Et en fait, ces manœuvres-là, parfois, créent elles-mêmes des dystocies. Donc nous, on fait la plupart du temps du hands-off. Je dis la plupart du temps parce que ça peut nous arriver pour une raison ou pour une autre de devoir mettre les mains, mais la plupart du temps, on ne met pas du tout les mains. Et les bébés naissent très souvent en 2 temps. D'abord la tête, puis à la contraction suivante, vont tourner et vont faire passer leurs épaules. Et bien là, je n'ai rien induit du tout, en fait. Quand je fais ça, quand je laisse le bébé descendre dans le bassin, faire sa rotation tout seul, etc., eh bien, des dystocies, c'est très très rare. Ça arrive. Et dans ce cas-là, on a encore le temps d'agir, de changer de position et d'avoir le temps de faire des manœuvres pour aider ce bébé à sortir. Ça m'est arrivé dans ma pratique en 12 ans, 2 fois. Dans 2 situations totalement différentes. Une fois, une maman qui poussait sur la toilette et je pense qu'elle a eu peur de faire mal à son bébé et elle a changé l'angle de son bassin à la dernière minute et je pense que c'est là qu'elle a enclavé son bébé. Et une deuxième, ben voilà, on ne saura jamais vraiment, mais elle était dans la piscine, la tête est sortie, puis elle m'a dit il bouge plus. Donc j'ai dit ok, on sort. Et cette peur qu'on a aussi elle va pas agir, elle va pas se mettre dans la position que je lui ai dit, etc. Et bien là, quand je lui ai dit, on sort maintenant, tu sors maintenant, elle est sortie, elle s'est mise à 4 pattes, j'ai pu faire les manœuvres et j'ai sorti ce bébé. Et bien, l'étudiante sage-femme qui était avec moi ce jour-là m'a dit, j'ai été impressionnée en fait comment cette femme est sortie. Mais les femmes savent en fait, les femmes savent quand on leur demande de bouger, que le climat de confiance s'est fait, elle a pris conscience de toute façon que son bébé n'avançait pas et elle sait qu'elle a besoin de moi, elle va pas dire « Oh non, c'est difficile, j'ai mal, etc. » Elle est, elle aussi, bourrée d'adrénaline à ce moment-là et elle est capable de tout faire pour aider son bébé. Alors évidemment, une femme sous péridurale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on revient à nouveau sur le questionnement de la naissance physiologique versus non physiologique. Et je suis désolée de le rappeler, mais une péridurale, en fait, c'est pas physiologique. Même une naissance, on met juste la péridurale et puis après on ne fait rien, c'est pas physiologique. Donc la peur du professionnel peut provoquer du stress, bloquer l'ocytocine et donc ralentir le travail, rendre les choses moins efficaces et avoir besoin du coup de mettre en place des dispositions pour remettre en route, etc. On sort de la physiologie. L'absence de temps de pause entre la tête et le passage des épaules, en fait, le fait de manœuvrer, etc., ça augmente le risque d'intervention, ça augmente le risque de dystocie et donc de complications. Et la position allongée sur le dos, évidemment, ça limite les mouvements du bassin nécessaires pour l'engagement du bébé. Et en plus, si c'est vraiment un beau bébé, il a besoin de tout l'espace qui est à sa disposition. Si on bloque tout l'arrière du bassin de sa mère, ça va rendre les choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles. Moi, je dirais que dans notre pratique, je peux vous dire qu'un bon bébé né dans des conditions optimales où la femme va pouvoir bouger, elle va pouvoir être dans la verticalité, elle va pouvoir profiter d'être dans l'eau, elle va être libre, en confiance, c'est souvent des bébés qui naissent vite et bien en fait. C'est pas le poids qui complique un accouchement, c'est le contexte dans lequel on le fait naître. On oublie que plus le bébé a du poids, plus il joue sur la gravité, plus il aide à la descente, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc rappelle-toi que si on t'annonce un gros bébé,
T'as le droit en fait de refuser l'induction uniquement basée sur une estimation de poids. Fais confiance à ton sentiment, à ta confiance intérieure. Si tu as envie de l'essayer, d'essayer de faire naître ton bébé naturellement, en fait, t'as tous les droits. Et ça, j'aime bien le rappeler. T'as le droit d'essayer. Peut-être qu'effectivement, on va avoir besoin de la médicalisation, etc. Mais plus on te laisse faire, plus tu as des chances en fait d'aller au bout de ton projet. Donc, j'ai envie de développer cette vraie question. C'est pas juste gros bébé égale hop, on déclenche. Non, c'est laisse-moi le temps de faire, laisse-moi le temps d'essayer. En fait, j'ai confiance en mon bébé, j'ai confiance en mon corps, j'ai besoin de me mettre dans une situation qui est positive, dans la confiance. Alors évidemment, c'est compliqué dans le milieu médical, c'est compliqué si les professionnels autour ont peur, parce que, ben voilà, comme je disais, ça n'est pas vertueux d'avoir des personnes qui sont dans la peur avec l'adrénaline. Garde confiance, ton bébé, il est pas trop gros pour ton corps, il est juste à la taille parfaite pour lui. Donc voilà. Si cet épisode t'a plu, ben, je t'invite à partager cet épisode à une amie, à une connaissance, peut-être à qui on a dit déjà que son bébé était trop gros, de pas hésiter à reconnaître ce que ça vient allumer en nous, en fait, d'entendre ces histoires de gros bébés. Moi, c'est beaucoup de colère, parce que c'est comme une étiquette qu'on met déjà sur le dos de ces bébés, puis c'est comme une autre étiquette d'incompétence, de mauvaise santé, etc., qu'on met sur le corps des femmes.